pour toutes les femmes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour vos témoignages. Merci pour le temps où vous avez décrit l'ensemble de vos parcours. Et ce qui ressort quand même à chaque fois, c'est la conjonction de violences sexistes, sexuelles et économiques, parce que c'est ce qui est vraiment commun à tous vos témoignages. Et donc, peut-être que ma première question portera là-dessus, et après, je donnerai la parole au rapporteur Erwan Balanant. On a beaucoup entendu le caractère aggravant de la précarité comme étant une source évidemment de violence. Dans toutes les dominations, il faut qu'il y ait une situation de domination, donc la précarité en fait partie. Est-ce que vous auriez... est-ce qu'avec un autre statut, vous auriez pu échapper aux violences auxquelles vous avez été confrontés? Et en quoi la précarité a été aggravante pour vous dans le moment de l'agression? Je me permets ça parce que dans l'après-agression, on comprend bien à quel point c'est très difficile de parler, de déposer plainte, etc. Mais sur le moment, est-ce que vous pensez qu'il y avait, je vais le dire de manière claire, un ciblage des personnes les plus précaires dans l'acte de l'agression? Est-ce que vous pensez qu'il y avait une forme de comment je peux dire ça, le terme m'échappe, mais non, pas de vulnérabilité, mais de protocole en quelque sorte suivi par les agresseurs. Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu cela, et est-ce que vous avez eu des témoignages en ce sens? Merci. Oui, allez-y, Madame Luthier. Je pense que... parce que j'ai essayé de mettre en évidence dans mon témoignage, c'est que pour moi, le contrat, la perspective d'un CDI, constituait vraiment un point de bascule, et notamment parce que ça allait me donner une stabilité qui permettait... Alors, ce que j'ai dit sur les opportunités et la nécessité de se faire bien voir demeure, mais quand on a un revenu qui est fixe, on est quand même moins obligé de jouer ce jeu de réseau pour obtenir de l'accès. Il y a aussi le fait que ça légitime la posture dans un média. Quand vous êtes permanent du média, vous avez un accès plus facile auprès des attachés de presse, par exemple, qui vont aussi pouvoir ouvrir les fameuses portes, les entretiens, les interviews, donc tout simplement nous faire travailler. Et on n'est plus dans cette logique également de devoir cumuler les piges, parce qu'il y a la quantité de travail aussi, qui fait qu'on est épuisé, on n'a pas de vacances. Je ne sais pas ce que c'est que des congés payés. Donc, on n'a pas de vacances, on est épuisé, on arrive dans des états, les contextes de festival par exemple, où on attend de nous ce réseautage et en même temps une production effrénée de textes, parce qu'on est payé à la pige, que les piges elles-mêmes sont très peu payées, voire pas payées, et que donc du coup, on est dans cette accumulation, on est épuisé, on est physiquement plus vulnérable. Alors, ça, c'est mon observation personnelle. Après, dans le cadre des témoignages que nous avons pu entendre avec Amandine, on a une récurrence de schémas de prédation qui vont cibler des jeunes femmes qui débarquent dans des rédactions qui sont parfois les seules femmes dans une rédaction composée d'hommes et qui observent d'elles-mêmes qu'il y a... j'essaye de trouver une manière digne de le dire, mais enfin qu'à chaque nouvelle victime, on en trouve une autre qui correspond à la même typologie, c'est-à-dire qui est dans cet état de précarité, qui est souvent très jeune, qui est de bonne volonté, c'est-à-dire qui est prête à faire ce travail gratuit, à faire des heures supplémentaires, à donner des sujets, par exemple, pour la bonne cause, qui vont après être repris par d'autres collègues qu'on ne lui attribuera pas forcément à elle. Et une fois que cette victime est usée, elle est exclue du comité de rédaction, exclue du média, et une autre vient à sa place qui présente la même typologie. Donc oui, pour moi, ça va dans le sens d'un modus operandi. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame